Je m'appelle Grégory Pelletier et donc je travaille chez Fairness, une coopérative d'artisans logiciels. Si vous vous demandez ce que c'est qu'une coopérative ou pourquoi on s'est organisé comme ça, je vous invite à venir me voir juste après la présentation. Parce que ce soir, en fait, je suis venu vous parler de l'impact environnemental du numérique. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont déjà assisté à des présentations de l'impact environnemental du numérique, des ateliers genre fresque du climat, à peu près un petit peu moins de la moitié. Donc c'est déjà bien, mais bon, je vais essayer quand même de vous apprendre quelque chose. Alors je pense que vous êtes tous au courant qu'on a un petit problème au niveau de la température moyenne terrestre. Donc actuellement, en gros, on est à plus 1 degré depuis, par rapport à 1950. On va encore augmenter pendant les 20 prochaines années. On va atteindre 1,5 degré. Donc là, en fait, ce qu'on peut faire aujourd'hui, c'est limiter la montée de la température au-delà d'1,5 degré après 2040. Nous, en tant que développeurs ou salariés de l'IT, qu'est-ce qu'on peut faire? Je pense qu'on peut faire des choses et il y a quand même un gros bloc achat et usage Internet et technologie. Donc il ne faut pas croire que ce qui est numérique, c'est virtuel, il n'y a rien, il n'y a aucun impact. Au contraire, ça permet d'arranger les choses et c'est pas le cas. Ça peut arriver, mais c'est assez minoritaire. Et actuellement, c'est surtout, comme on va le voir, la fabrication des équipements. Et les usages sont très consommateurs de ressources. Voilà, donc si on prend ce graphique qui est assez à jour, de l'évolution de pourcentage des gaz à effet de serre qui sont émis par l'activité liée au numérique, on est aujourd'hui dans les presque entre 3 et 4%. Et si on ne fait rien, ça va encore augmenter d'environ 6% par an, ce qui est énorme. Donc il y a un petit peu urgence à appuyer sur le frein et arrêter de multiplier le nombre de serveurs et le nombre d'équipements en tout genre, objets connectés ou autres gadgets. Pour en revenir à l'impact environnemental du numérique, qu'est-ce qui est impactant au niveau de toute l'activité liée au service numérique? En fait, c'est essentiellement l'étape de fabrication. Donc là, toutes ces barres en fait, correspondent à différents types de pollution. La première barre, en fait, c'est l'épuisement des ressources abiotiques. Donc les ressources abiotiques, c'est tout ce qui n'est pas vivant. Donc c'est les énergies fossiles, plus tout ce qui est matériaux qu'on va extraire. Il y a certains des matériaux, en fait, comme on le verra plus tard, qui ont des durées de vie estimées par rapport à la fréquence à laquelle on les extrait, de l'ordre de quelques dizaines d'années. Donc ça veut dire dans 10 ou 20 ans, il n'y en aura peut-être plus. Donc c'est quelque chose qu'on ne sait pas forcément, mais qui est quand même assez préoccupant parce que on commence à entendre un petit peu parler des pénuries des composants sur les voitures ou dans d'autres domaines, mais ça ne va pas être de nature à s'améliorer. Pour les autres barres, je ne vais pas toutes les détailler parce que j'aurai pas le temps, mais en gros, donc, GWT, c'est les émissions de gaz à effet de serre. Et puis le reste, c'est surtout des pollutions qu'on a classiquement en tête quand on parle de l'environnement, c'est-à-dire tous les rejets toxiques qui peuvent être tous les produits en fait, chimiques qui peuvent être rejetés dans la nature. Voilà, et l'eutrophisation, ça concerne en fait la prolifération d'organismes, les algues typiquement. Donc il peut y avoir aussi ce type de pollution. Donc c'est en particulier lors de la fabrication, donc extraction des minerais, et aussi à l'usage. Donc en fait, on a les ressources abiotiques, c'est principalement les énergies fossiles, et à l'usage. Et donc cette barre-là, je pense que c'est le GWP, donc les émissions de gaz à effet de serre. C'est principalement lié à la consommation d'énergie et d'électricité. Voilà, et évidemment, le disposal, donc c'est la fin de vie des produits. C'est surtout quand en fait, ça rejette des produits toxiques dans la nature. Voilà, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, le nombre de métaux contenus dans un téléphone portable, il y en a beaucoup, et il y en a certains qui sont, par exemple l'indium, est déjà, la production est déjà très tendue, je ne sais plus combien de décennies d'extraction on a devant nous, mais ça fait partie des métaux qui un jour vont être on va arriver à court d'extraction, on n'ira plus sur Terre. Et c'est bien sûr en augmentation, donc important d'essayer de réduire la consommation. Si on veut aller un petit peu plus loin dans le détail, il y a ce tableau qui est assez bien fait, qui présente un petit peu les impacts à la fois en termes d'énergie, de gaz à effet de serre, d'eau et de ressources sur les
les étapes de fabrication et d'usage. Et en fait, on se rend compte que ce qui est le plus impactant pour les gaz à effet de serre, en fait, c'est la fabrication, à plus de 80%. Pour l'énergie, c'est plus mitigé. Donc si vous travaillez sur les serveurs, il faut avoir ça en tête. D'un point de vue des serveurs, comme ils sont renouvelés beaucoup moins souvent que les smartphones, les ordinateurs portables, et qu'en même temps il y en a beaucoup moins, le ratio est entre 2 et 400, c'est-à-dire un serveur pour 2 à 400 utilisateurs, alors que les smartphones, les ordinateurs portables, il y en a énormément. Il y a, je crois, c'est plus de 10 équipements par personne, pas par foyer, hein, par personne en moyenne en 2022. La conclusion, c'est qu'en fait, il faut en priorité réduire le renouvellement des terminaux des appareils. Si vous voulez vraiment avoir un impact, c'est vraiment la première chose à faire. Prolonger la durée de vie des équipements et les réparer quand c'est possible. Je parle surtout pour les smartphones. Vous pouvez me dire, oui, mais on va recycler. Alors en fait, le recyclage, aujourd'hui, ça ressemble plutôt à ça. C'est-à-dire que majoritairement, c'est envoyé dans des pays comme le Ghana, où on est loin de l'image de l'usine de recyclage qu'on peut avoir en tête. Alors bon, ça peut s'améliorer, mais le problème c'est que quand on veut bien recycler les éléments d'un appareil, quel qu'il soit, il faut le penser en amont pour qu'il soit recyclable. Sinon après c'est très compliqué. Voilà, donc qu'est-ce qu'on peut faire nous en tant que professionnels de l'IT pour réduire notre empreinte environnementale? Donc, je vais insister encore là-dessus, mais c'est allonger la durée de vie des équipements, réduire la quantité de ressources informatiques nécessaires au fonctionnement d'un service, c'est-à-dire essayer de réduire le nombre de fonctionnalités. Alors je vais parler d'un concept qui a été inventé pour illustrer un petit peu ça, c'est l'obésiciel. L'obésiciel, c'est quoi? C'est la façon dont les programmes ont augmenté de façon complètement exponentielle, de l'ordre d'un facteur de plus de 100 pour la consommation RAM. Et là, c'est pas des fuites mémoire, c'est juste la RAM normale qui est utilisée par les applications de bureautique. Et pareil pour les transferts. Je vais vous présenter quelques outils que vous pouvez utiliser. La plupart, comme je l'ai dit, les impacts, c'est très compliqué. La première chose à faire, c'est de prolonger la durée de vie des équipements. Mais ça peut quand même être intéressant d'avoir quelques outils si vous voulez, par exemple, promouvoir la réduction de l'impact environnemental du numérique dans votre entreprise, parce que ça permet d'illustrer un petit peu les actions qu'on peut mener. Donc il y a une extension Chrome et Firefox qui s'appelle Carbonalizer, qui est plutôt pour prendre conscience en fait de l'impact numérique de votre utilisation d'Internet au quotidien en tant qu'utilisateur. Donc vous mettez cette extension, vous la démarrez et puis vous regardez à la fin de la journée combien d'équivalents de CO2 vous avez pu émettre, et ce que ça représente en fait par rapport à un nombre de kilomètres en voiture pour donner des ordres de grandeur. Il y a une autre extension aussi pour navigateur qui permet de vous sortir un éco-index. Alors là, du coup, c'est plus pour les professionnels du web, plutôt les front-end, parce que bon, c'est quand même essentiellement un score qui est basé sur l'analyse de la page qui est affichée dans le navigateur. Si vous voulez plus d'infos, bon, je vous invite à venir me voir après. Sur la partie côté serveur, on a des calculettes qui sont fournies par Google et AWS qui permettent d'avoir un équivalent CO2. Alors, celle d'AWS est très récente et donc elle est encore un petit peu en early stage. Il y a un projet qui s'appelle Scaphandre qui est développé par une société française qui est open source, qui s'appuie en fait sur les API des processeurs Intel pour vraiment mesurer la consommation. Donc je vous invite à visiter le site si ça vous intéresse. Et greenframe.io qui est un système complet qui fait une estimation des émissions de gaz à effet de serre sur toute la stack d'une appli, c'est-à-dire aussi bien le client que le serveur, et qui demande un petit peu de setup puisqu'en fait il faut tout mettre dans des containers, mais ça permet en fait de mesurer l'empreinte globale de votre application. Pour résumer, si on veut réduire les impacts, vous pouvez en fait, si vous voulez avoir une démarche vraiment exhaustive, il y a des normes qui existent, il faut faire en fait ce qu'on appelle une ACV. C'est assez compliqué, il faut passer en gros par un cabinet pour faire ça. Le truc c'est que la norme en fait n'est pas spécifique au numérique. Donc c'est adapté en fait, par exemple ça peut être appliqué si vous faites pousser des tomates, vous pouvez faire l'ACV de votre tomate ou de votre kilo de tomates. Alors ça fonctionne bien pour des produits qui sont assez simples à produire. Pour le numérique c'est un petit peu plus compliqué parce que tout est mutualisé. Quand vous avez un smartphone, vous avez beaucoup d'applications dessus, donc il faut déterminer
la part associée en fait à votre application. Et donc un axe aussi qu'on peut explorer, c'est avoir une démarche low-tech, c'est-à-dire faire des choses qui sont beaucoup plus simples, mais qui sont plus réparables, qui sont plus maintenables. Donc en gros, pour résumer, c'est faire moins, mais faire mieux. Voilà, voilà. Et donc, comme je pense que j'ai dépassé le temps, si vous avez des questions, voilà. La question donc c'est est-ce qu'il faut privilégier des monolithes ou des microservices en termes d'éco-conception? Je pense qu'il n'y a pas de réponse absolue à cette question. Évidemment, si ça peut tenir dans un monolithe, il n'y a pas de raison de se lancer dans des microservices où en fait ça va probablement, on va être obligé d'allouer des ressources pour chaque microservice, alors que le monolithe, bon, on pourra le déployer sur une seule instance si c'est adapté à l'usage qu'on veut en faire. Il y a des fois des services qui n'ont pas besoin d'être disponibles 100% du temps. Hein. Si c'est un service, le site web d'une association, peut-être que ça ne les dérange pas qu'il soit en panne 4 heures de temps en temps, le temps d'intervenir. Après, oui, il y a des services, il vaut mieux que ce soit opérationnel 24 heures sur 24. Donc là, on va mettre de la redondance, etc. Et là, peut-être que oui, les microservices, ça sera plus adapté parce que plutôt que d'avoir un gros truc qu'il va falloir répliquer pour avoir de la redondance et de la haute dispo, ce sera plus simple d'avoir des microservices indépendants et s'il y en a un qui tombe, eh ben, ça ne fera pas tout tomber. Et là, à ce moment-là, oui, c'est... Mais ce qu'on peut faire en fait en termes d'éco-conception dans le développement logiciel, ça se recoupe très souvent à une forte part avec l'optimisation logicielle qu'on fait tout simplement pour optimiser son code et pas pour des raisons aussi économiques. Hein. Après, l'éco-conception, c'est plus se poser des questions sur les fonctionnalités. Est-ce qu'on a vraiment besoin de cette fonctionnalité? Est-ce qu'il y a vraiment besoin de faire des recommandations aux utilisateurs qui vont demander beaucoup de ressources parce qu'il y a du machine learning, etc. derrière, alors que c'est peut-être pas utilisé ou que ce sera plus simple qu'ils utilisent directement le moteur de recherche. Comme Loïc soulignait, les impacts, c'est surtout lors de la fabrication et surtout les terminaux utilisateurs, donc les smartphones, les laptops et aussi les télés, c'est très très impactant. Et donc la question c'était qu'est-ce qu'on peut faire nous en tant que développeurs? Alors je dirais, pour moi, toute action est bonne à prendre, c'est-à-dire qu'en tant que développeur, on est souvent dans notre entourage considéré un petit peu comme des experts des technologies. Si on fait un petit peu la pub des derniers smartphones Samsung qui sont super parce qu'ils ont un écran qui se plie et que c'est génial, on va avoir une sorte d'influence, de mon point de vue, négative. Alors que si on dit non mais c'est un écran pliable, c'est un gadget, ça sert à rien, les gens vont aussi avoir tendance à nous écouter parce qu'on a cette position un petit peu de sachant, même si on n'en a pas forcément conscience, et qu'on a ce pouvoir d'influence à notre niveau. Donc voilà, déjà, en parler autour de nous, c'est déjà une action intéressante. Et après, effectivement, dans notre vie de tous les jours, c'est essayer de challenger un petit peu plus dans le domaine professionnel, les product owners, les product managers, pour leur demander est-ce que cette fonctionnalité, elle va vraiment servir, surtout si c'est du machine learning et que ça va demander beaucoup de ressources. Et si on n'est pas sûr que ça apporte vraiment un gain pour l'utilisateur, c'est appuyer là sur aussi le levier en disant attention, il y a un impact environnemental et il s'agit aussi de l'avenir de nos enfants. Alors la question c'est est-ce qu'en tant que développeur c'est plus important d'essayer d'optimiser notre code ou alors est-ce qu'il vaut mieux faire aussi des gestes quotidiens, de, je sais pas, prendre son vélo au lieu de sa voiture, éviter de prendre l'avion, etc. C'est ça, j'ai un peu reformulé, mais... Alors bon, après ça dépend de l'application sur laquelle vous travaillez. Si c'est un site qui fait quelques milliers de visites par mois, si vous pouvez l'optimiser, faites-le. Si vous pouvez éviter aux gens d'avoir à changer de smartphone parce que sur votre smartphone il rame comme pas possible, faites-le. Mais bien sûr l'impact ne va pas être le même que si vous décidez d'annuler votre week-end à Dubaï pour aller faire du shopping.
C'est un peu une question de, je pense, hein, de bénéfices et d'avantages, quoi. Est-ce qu'on est dans quelque chose de vraiment utile? Ou là, effectivement, c'est un petit peu comme un budget, hein. Le budget carbone, c'est un petit peu comme un budget en euros, quoi. Sauf que là, on l'emprunte à nos descendants. Le budget carbone, voilà, quoi. Vous pouvez le consommer, mais faites-le quand c'est vraiment utile. Je ne sais pas si ça répond trop à la question, mais... Après, bon, évidemment, si vous travaillez sur une grosse plateforme, je ne sais pas, Doctolib, et que vous pouvez réduire la consommation des serveurs par 2, là, ouais, l'impact il sera énorme, donc il faut vraiment le faire.